Chers élèves, dans le cadre de la réalisation de la carte paléogéographique d'une région donnée et qui se base essentiellement sur l'étude des sédiments, nous avons vu dans un premier temps, lors des séances précédentes, une étude statistique qui est une étude granulométrique des sédiments et une étude morphoscopique. L'étude statistique se base sur la taille des sédiments, ce qui nous permet de tracer ce qu'on appelle les courbes de fréquence et les courbes cumulatives dans le but de tirer le classement et l'origine de ces sédiments. Rappelez-vous que la comparaison de ces courbes avec des courbes de référence relatives à des sédiments dont l'origine et les agents de transport et leur dynamique sont connus permet de renseigner sur les agents et la dynamique du transport et sur le milieu de sédimentation. L'étude morphoscopique, quant à elle, c'est l'étude de l'aspect externe des sédiments et qui nous renseigne sur l'origine, le classement et les agents de transport. Par exemple, l'étude des grains de quartz, qui sont des constituants du sable, et qui sont étudiés grâce à leur dureté et leur résistance, permettent de distinguer trois types de grains. Des grains appelés non usés, notés NU, des grains émoussés luisants, notés EL, et des grains ronds mat, notés RM. Donc, la présence des grains NU en grande quantité indique que le sable n'a pas été transporté ou bien transporté sur une faible distance. Les grains EL indiquent que le transport a été effectué par l'eau. Les grains RM, quant à elles, indiquent que le transport s'est effectué par le vent. Donc, l'étude statistique et l'étude morphoscopique des sédiments nous renseignent sur les agents et la dynamique du transport et sur leur milieu de sédimentation. Dans le même contexte, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à ce qu'on appelle les figures sédimentaires et la dynamique et agents de transport. Nous avons fixé comme objectif, lors de cette séance, connaître les principales figures sédimentaires et relier les figures sédimentaires à la dynamique des agents de transport et au milieu de sédimentation. Commençons par les figures sédimentaires. Vous allez vous demander sans doute qu'est-ce que ça veut dire figure sédimentaire et comment ces figures contribuent-elles dans la réalisation de la carte paléogéographique d'une région d'études donnée. Je vous dis que les figures sédimentaires constituent un important indicateur de conditions de transport et de dépôt des sédiments, et c'est ce qu'on va voir par l'étude des exemples suivants. Le premier exemple, c'est ce qu'on appelle les rides de courant. Alors, qui dit ride, dit ondulation. Voilà, donc ces deux figures présentent ce qu'on appelle les rides de courant. Sur la première, nous avons des rides actuelles, et la preuve, c'est la présence de l'eau. Et sur la deuxième figure, nous avons des rides anciennes. Comme vous pouvez constater, ces rides ou ces ondulations respectent une certaine ou bien un certain rythme lors de leur dépôt. Donc, les rides de courant sont des figures qui apparaissent à la surface de certaines roches sédimentaires sous forme d'ondulations rythmiques. Le moteur derrière leur génération, c'est l'action de courant aquatique ou éolien. Donc, mais quelle est l'importance de l'étude de ces rides? L'importance de leur étude réside dans le fait qu'ils permettent de tirer des informations sur la dynamique des courants responsables de leur formation. Si on étudie par exemple la symétrie des rides, elle va nous renseigner sur le sens du courant. Regardez sur cette figure, nous avons deux rides de courant. Ces deux rides, ils sont asymétriques, ça veut dire il y a absence de symétrie du fait qu'ils ont deux pentes, une pente qui est douce et une pente qui est raide.
Donc, cette différence de pente de chaque ride permet de renseigner sur le sens du courant qui est toujours du côté en pente douce vers le côté en pente raide. Et là, je vous pose une question. Est-ce qu'il y a des rides symétriques? La réponse est illustrée sur cette figure. Sur cette photo, nous avons des rides de courant qui montrent une symétrie. Alors, ces rides, on les rencontre sur, par exemple, la plage, là où il y a les petites vagues. Donc, le mouvement de va-et-vient de ces vagues va permettre la formation des rides qui sont symétriques. Donc, deuxième importance des rides, elle est tirée à partir de la forme et de l'aspect des rides qui permettent d'évaluer la force des courants d'eau. Comme vous pouvez constater sur cette figure, nous avons là différents aspects de rides. Nous avons des rides rectilignes, des rides sinueuses, des rides ondulées et enfin des rides linguides. Donc, en allant des rides qui sont simples, qui sont les rides rectilignes, vers les rides qui sont de plus en plus complexes, l'intensité du courant augmente. Donc, l'étude des rides nous a permis de tirer le sens du courant et aussi l'intensité de ce courant. On va passer pour voir un deuxième type de forme sédimentaire et qui s'appelle la stratification entrecroisée. Donc, qui dit stratification, dit strate. Autrement dit, ce sont des couches sédimentaires et entrecroisées, ça veut dire qu'ils se recoupent. Donc, la stratification entrecroisée, on la retrouve sous forme de couches de petites strates qui se recoupent entre elles et qui sont limitées par deux surfaces subhorizontales, une surface supérieure appelée toit et une surface inférieure appelée mur. Donc, sur cette figure, nous avons une stratification entrecroisée qui est ancienne. La deuxième figure montre différents types de stratification. Donc, comme vous pouvez voir, nous avons là une stratification horizontale et notre type de stratification, c'est celui entrecroisé. Donc, la stratification horizontale, elle présente des strates qui ne se recoupent pas, ils sont à l'horizontale. Tandis que la stratification entrecroisée, nous avons un recoupement de strates. Alors, ce recoupement, il traduit une variation de direction des courants hydrauliques ou éoliens responsables de la migration des rides et des dunes. Aussi, la stratification entrecroisée permet, ou bien c'est un critère de polarité, il permet de distinguer le sommet de la base d'une couche sédimentaire. Le sommet, c'est lui qui coupe les lits élémentaires, tandis que la base, elle est toujours tangente au lit. Le troisième cas de figure, c'est ce qu'on appelle les fentes de dessiccation. Donc, les fentes de dessiccation, ce sont ces fissures qu'on retrouve à la surface des sédiments. Là, sur cette figure, nous avons des fentes de dessiccation actuelles et là, ce sont des fentes de dessiccation fossiles. Donc, ces fentes, on les observe dans des sédiments qui sont fins, comme l'argile et bien sûr dans des milieux qui sont aquatiques. Et là, je vais ouvrir une parenthèse concernant la notion de la capacité de rétention d'eau et sa relation avec la texture des sédiments. Rappelez-vous que plus la texture est fine, ça veut dire petite taille, plus la capacité de rétention est grande, ce qui laisse la place à l'apparition de ces fentes de dessiccation lorsqu'on assiste à un retrait d'eau. Donc, les figures ou bien les fentes de dessiccation témoignent d'un retrait d'eau et immersion des sédiments qui subissent une dessiccation à l'air libre. Le quatrième point qu'on va intégrer parmi les figures sédimentaires, c'est ce qu'on appelle les traces d'activité d'êtres vivants. Certes, ce ne sont pas des sédiments, ce ne sont que des traces d'activité d'êtres vivants, mais on les étudie grâce à leur importance. Donc ces traces-là, on les retrouve dans les sédiments saturés en eau. Comme vous pouvez remarquer ici, nous avons des traces de pas de dinosaures sur un terrain calcaire et là, ce sont des traces de pas d'oiseaux sur une plage actuelle.
Ces traces d'activité, ils donnent une indication sur les limites supérieures des strates. Parce que si jamais nous avons une strate qui se trouve déformée et qui est carrément inversée, la présence des traces d'activité sur une face donnée va renseigner que c'est le toit de cette surface. Donc, il permet la distinction entre toit et mur de chaque strate. Aussi, ces traces d'activité, ils vont donner une indication sur le milieu de sédimentation, surtout s'ils sont associés à une étude paléontologique. Alors, ce qu'il faut retenir de cette première partie, c'est que les figures sédimentaires sont des éléments ou bien des formes géométriques de faible dimension, donc centimétriques, qu'on observe à la surface ou à l'intérieur des couches sédimentaires. Les rides et la stratification entrecroisées, ils sont générés par la dynamique des fluides du milieu. Les fentes de dessiccation sont dues aux conditions qui régnaient lors des dépôts des sédiments. Et enfin, les traces d'activité d'êtres vivants, malgré qu'elles causent des perturbations lors du dépôt des couches sédimentaires, elles sont considérées comme indicateurs d'environnement. En plus, ils permettent de distinguer le toit et le mur d'une couche sédimentaire. Passons maintenant à la deuxième partie consacrée à la dynamique et aux agents de transport des sédiments. Donc, quand on dit dynamique, ça veut dire qu'il y a un mouvement. À partir d'un exercice, on va voir qu'est-ce que ça veut dire la dynamique des sédiments. Et là, l'exercice est relatif au transport des sédiments par les courants d'eau. Lisons les données. Pour déterminer certaines caractéristiques du transport des particules sédimentaires par les courants d'eau, on propose les données des figures 1, 2 et 3 qu'on va voir tout de suite. La figure 1 présente quelques modes de transport des sédiments détritiques par l'eau. La figure numéro 2 présente le diagramme de Jules Strom qui illustre le comportement ou le devenir des particules en fonction de leur taille et de la vitesse des courants d'eau. La troisième figure, elle montre certaines caractéristiques morphologiques et sédimentaires d'un cours d'eau à méandres. Voilà, ce sont les deux premières figures. Sur la première, nous avons le mode des différents, bien les différents modes des sédiments, les différents modes de transport des sédiments. Et sur la deuxième figure, nous avons le fameux diagramme de Jules Strom qui présente les zones de transport, d'érosion et de dépôt relatives à la vitesse du courant d'eau et aussi aux dimensions des particules. La troisième figure, quant à elle, elle présente les caractéristiques d'un méandre, d'un cours d'eau à méandre. Là, c'est la figure d'un cours d'eau à méandre. Ici, c'est un schéma d'un cours d'eau à méandre. Et sur la troisième partie, nous avons une vue de profil de ce schéma. Lisons les questions. Dans la première question, on nous demande de dégager à partir de la figure numéro 1 les différents modes de transport des sédiments détritiques tout en déterminant le facteur qui influe sur ce transport. De la deuxième question, à partir du diagramme de Jules Strom, il faut déterminer graphiquement la vitesse minimale du courant d'eau nécessaire pour transporter des particules dont les tailles sont respectivement 0,1 mm, 1 mm et 10 mm. Dans la troisième question, on nous demande à partir des données de la figure 3, donc celle relative du cours d'eau à méandre, de dégager les caractéristiques morphologiques et sédimentaires du méandre, puis déterminer la relation entre la dynamique des courants d'eau et les caractéristiques du méandre. Donc, répondons à la première question, là où il faut déterminer les différents modes de transport. Alors, comme vous pouvez voir sur cette figure, elle illustre les différents modes de transport des éléments détritiques et aussi un granuloclassement croissant du haut vers le bas, puisqu'on trouve le silt et l'argile de petite taille en haut,
Par la suite, nous avons le sable et enfin le gravier qui est plus grossier. Donc là, si vous faites attention, chaque élément détritique est transporté par l'eau selon un mode déterminé. Donc, le mode de transport des sédiments détritiques dépend de la taille de ces sédiments. Le silt et l'argile, ils sont transportés par suspension vu leur légèreté. Donc, les particules fines, comme l'argile, sont transportées par suspension. Le sable, il est transporté par saltation. Donc, les particules détritiques de taille moyenne, comme les grains de sable, sont transportés par saltation. Donc, c'est un transport qui n'est pas continu, il est discontinu par bond suite à des chocs successifs. Et enfin, le gravier, comme vous pouvez voir, il est transporté par ce qu'on appelle roulement ou glissement. Donc, les sédiments détritiques de grande taille sont transportés au fond par roulement ou glissement. Répondons maintenant à la deuxième question. Là, on nous demande de déterminer la vitesse minimale susceptible de transporter des particules détritiques d'une taille de 0,1 mm, de 1 mm et de 10 mm. Alors, en utilisant bien sûr le diagramme de Jules Strom, vous pouvez voir que ce diagramme, il est subdivisé en 3 parties. Une partie réservée à l'érosion, une partie au transport et une partie au dépôt. Donc, cette subdivision, elle est établie à partir des dimensions des particules et à partir de la vitesse du courant. Donc, si on veut déterminer la vitesse avec laquelle une particule peut être transportée, on doit faire 2 projections. Une projection pour arriver à la zone du transport et une deuxième projection vers l'axe des ordonnées pour lire directement la vitesse du courant. Par exemple, pour une particule de 0,1 mm, on va projeter vers la zone et le début de la zone, ça veut dire le seuil du transport. On nous demande la vitesse minimale. Ça veut dire qu'il y en a plusieurs vitesses. Mais la vitesse minimale, donc c'est là où on commence dans la zone bleue qui est réservée au transport. Donc une première projection sur la zone bleue et une deuxième projection sur l'axe des vitesses. Donc une vitesse de 0,1 mm a besoin une particule de 0,1 mm a besoin d'une vitesse à peu près de 2 cm par seconde pour qu'elle soit transportée. La même chose pour une particule de 1 mm, elle a besoin de 9 cm par seconde pour son transport. Et enfin, une particule de 10 mm a besoin d'une vitesse de à peu près 60 cm par seconde pour qu'elle soit transportée. Donc, les résultats ils sont notés sur ce tableau et comme vous pouvez remarquer, plus la taille des particules augmente, plus la vitesse du transport augmente aussi. Donc, le transport des particules sédimentaires par les courants d'eau dépend de la taille de ces particules et de la vitesse du courant. Donc, cette vitesse minimale est appelée une vitesse critique. Donc, c'est la vitesse, on doit franchir cette vitesse pour que les éléments puissent être transportés. Une particule sédimentaire ne sera transportée que lorsque la vitesse du courant atteindra une valeur minimale spécifique pour cette particule et qu'on appelle une vitesse critique. Celle-ci varie en fonction de la granulométrie des particules sédimentaires. C'est la chose que nous avons vue sur ce tableau. Plus la taille des particules augmente, plus la vitesse nécessaire à leur transport augmente aussi. Alors, en troisième question, nous allons nous intéresser au cours d'eau à méandre. Alors, sur cette figure, vous pouvez voir que nous avons un cours d'eau à méandre. Déjà, le terme méandre, ça veut dire la présence de cette sinuosité. Donc, méandre, c'est cette sinuosité qui est là. Vous pouvez voir qu'au niveau des méandres, nous avons 2 rives. Une rive qui est concave et une rive qui est convexe. La vue de profil de ces 2 rives permet de voir la distinction entre la pente. Donc, sur la rive concave, nous avons une pente qui est raide. Sur la rive convexe, nous avons une pente qui est douce.
Alors, comment expliquer cette variation de pente entre la rive concave et la rive convexe? Donc, je vous explique. Le courant qui arrive avec une vitesse donnée, il va heurter cette partie-là qui est la rive concave. Elle va devenir de plus en plus érodée, donc elle va devenir de plus en plus concave. Les éléments détritiques issus de l'érosion vont être transportés avec le cours d'eau. Donc, en même temps, le cours d'eau, lorsqu'il arrive avec cette vitesse, il va heurter cette partie-là, sa vitesse va se trouver diminuée. Donc, les particules déjà transportées de l'amont vont être déposées sur cette rive qui est convexe et qui va devenir au fil des temps de plus en plus convexe. Alors, si on veut légender cette partie-là, donc le numéro 1, il va correspondre à une rive qui est concave, 2, c'est l'érosion, 3, c'est le dépôt et 4, c'est la rive qui est convexe. Donc, le méandre possède deux rives, une rive convexe à pente douce où les éléments détritiques se déposent et une rive concave à pente raide où les éléments sont arrachés et qui subissent l'érosion puis transport. La morphologie d'un méandre, il dépend de la dynamique des courants d'eau. Un courant à faible vitesse, il va permettre le dépôt des sédiments détritiques et donc ça va former une rive convexe à pente douce. Par contre, un courant à grande vitesse, il va permettre l'arrachement ou bien l'érosion des substrats puis le transport, ce qui va permettre la formation d'une rive concave à pente raide. Alors, on va voir maintenant le transport des sédiments par le vent. On va voir est-ce qu'il y a une variation avec le transport par l'eau. Alors déjà, quand on parle du vent, on fait allusion au désert, puisque le vent est le principal agent de transport dans les déserts. Il transporte les grains de sable et des fines poussières lorsque sa vitesse atteint une valeur critique. Celle-ci varie en fonction, là aussi, de la taille des particules transportées. Donc, cette figure, elle illustre les modes de transport par le vent. Comme vous pouvez voir, là aussi, nous avons trois modes de transport. Un transport par suspension, un transport par roulement et un transport par saltation. Donc, le transport par suspension, il est réservé aux particules fines, les particules légères. Le transport par saltation, il est réservé aux particules qui sont moyennes, alors que le transport par roulement est réservé aux particules les plus grossières. Donc, le transport éolien implique trois procédés majeurs. Les particules de poussière et de sable les plus fins sont transportées en suspension dans l'air, souvent sur de très grandes distances. Les grains de sable de taille moyenne se déplacent par saltation, c'est-à-dire par bancs successifs. Au cours de ces bancs, les grains s'entrechoquent entre eux et se dispersent. Ils sont alors récupérés par le vent qui les transporte à nouveau. Donc là, c'est ce qui confère à ces grains ou bien les particules de quartz cet aspect rond mat. Et enfin, les particules de sable les plus grossières se déplacent par roulement à la surface du sol sous l'effet de la poussée du vent ou des impacts des autres particules. Ce qu'il faut retenir là aussi de cette deuxième partie, c'est qu'une particule sédimentaire ne sera transportée que lorsque la vitesse du courant atteindra une valeur minimale spécifique qu'on appelle la vitesse critique. Bien sûr, cette vitesse, elle dépend de la taille des particules. La vitesse critique en fonction de la granulométrie, c'est ce que nous avons dit. Le mode de transport des sédiments détritiques dépend de la taille de ces sédiments. Et enfin, les particules fines seront transportées par suspension.
Les particules moyennes seront transportées par saltation et les sédiments détritiques de grande taille seront transportés au fond par roulement ou glissement. Ainsi prend fin la séance d'aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention.